الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا. قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et les jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà. Il y aura pour eux un énorme châtiment, excepté ceux qui se sont repentis avant de compter en votre pouvoir. Sachez qu'avant, Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô les croyants, craignez Allah, cherchez le moyen de vous, repentir de lui et luttez pour sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. La parole d'Allah est toute vérité. Surat Maïda à 47, versets 33 à 35. Verset du Coran, rien que pour la méditation. Je voudrais, en dehors du ministre d'État chargé du plan et du développement et de l'honorable Nassir Bakary Faye, vous présenter aussi les offices qu'on a prévus. Il s'agit du docteur Abdel Kader, qui est le président de l'Amicale intellectuelle du nom du Bénin. Ensuite, El Hajj de Régo Loriano, le président du réseau de l'association islamique du Bénin. Et enfin, El Hajj Abdel qui est le président de l'UIAD. À présent, je voudrais donner la parole au président du réseau de l'association islamique du Bénin, El Hajj qui répond à la miséricordieux. Louange à Allah, le Très-Haut. J'atteste qu'il n'y a de divinité en dehors d'Allah, le Dieu unique, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Louange à Allah qui a rendu possible la rencontre de ce jour, qu'il soit toujours glorifié. Excellences, Monsieur le ministre d'État chargé du plan et du développement, Excellences, Messieurs les imams de la communauté musulmane du Bénin, honorables députés, Excellences, Messieurs les responsables de la communauté chrétienne du Bénin, Excellences, Messieurs les responsables des religions traditionnelles du Bénin, respectés chercheurs et responsables de la lutte contre la corruption du Bénin, respectés autorités et notables de la communauté à quelque niveau que ce soit ici présents, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que le salut et la paix de Dieu soient sur vous. L'amicale des intellectuels musulmans du Bénin, dont le cycle est AIMB, et l'Association internationale Soufi Alaouia, Aïssa Bénin, anciennement dénommée les Amis de l'Islam, membre fondateur du réseau des associations et ONG islamiques du Bénin, vous souhaite par ma voix la bienvenue en ce lieu pour débattre d'un sujet dont tout le monde en entend parler et dont le commun des mortels ne mesure pas l'incidence sur les droits de chacun et sur le développement économique et social de nos pays. Pour éradiquer le mal, les organisateurs nous proposent une approche spirituelle. Mais avant d'aller plus loin, il me paraît nécessaire de répondre à 3 questions. Ces organisateurs, qui sont-ils? Quels sont les constats qui les ont poussés à s'attaquer à un tel sujet? Que recouvre leur approche? À la première question, je vous dis que les organisations sont membres. C'est les membres des organisations non gouvernementales apolitiques et à but lucratif régies par la loi de 1901. Il s'agit, en l'occurrence, du réseau des associations ONG islamiques du Bénin, qui est une plateforme de regroupement d'associations et ONG
créé le 11 novembre 2000 avec pour objectif d'aider au renforcement des capacités des associations membres et promouvoir la fraternité et la solidarité entre elles. Susciter des rencontres de ce genre entre elles en vue d'échanges d'expériences. Veiller à l'avancée de la pensée islamique et au développement socio-économique du Bénin. Promouvoir la femme musulmane, développer un partenariat avec les musulmans du monde entier. La seconde association, c'est l'Aïssa Bénin, anciennement dénommée les Amis de l'Islam. L'Aïssa Bénin est membre du WANEP et participe régulièrement au dialogue interreligieux. Elle a pour vocation d'approfondir par la recherche et les études la réflexion sur les valeurs culturelles et spirituelles de l'islam en vue de la promotion et de la défense des droits de l'homme et du citoyen et de la dignité humaine, de contribuer à la formation morale de ses membres par l'organisation des conférences, séminaires, débats et le développement de programmes d'enseignement à caractère éducatif et civique, de réaliser des publications de toutes sortes dans le cadre de ces activités, de mener toute action susceptible de faciliter la réalisation de ces objectifs. La troisième association, c'est l'Amicale des intellectuels musulmans du Bénin, dont les objectifs sont de constituer un noyau d'intellectuels musulmans dynamiques, accrochés au Coran et à la Sunna et qui défendent la cause de l'islam, faire valoir les valeurs socio-économiques de l'islam dans la vie publique et privée du Bénin, contribuer à l'organisation de la Oumma, c'est-à-dire la communauté musulmane du Bénin, soutenir les actions de la jeunesse musulmane, contribuer à l'émergence d'une jeunesse musulmane épanouie, contribuer au développement socio-économique du Bénin, contribuer à l'amélioration des conditions de vie des musulmans, renforcer la participation des musulmans dans les structures de prise de décision qui les concernent, réaliser des œuvres sociales. Qu'est-ce qui a amené ces trois organisations à s'attaquer au sujet qui nous intéresse ce matin? En fait, ils ont fait le constat que depuis la dernière décennie du XXe siècle, le problème de la corruption a été au centre des préoccupations des principaux organismes et institutions nationaux et internationaux, publics comme privés, en charge des questions de développement. Ces organismes et institutions ont établi, à la suite de nombreuses études sérieuses, un lien de causalité indéniable entre la corruption et le développement. Ces études ont estimé le coût annuel de la corruption à plusieurs mille milliards de dollars américains et ont identifié la corruption comme le grave obstacle au développement et à la croissance des États. Elle aggrave les inégalités et l'injustice, compromettant ainsi la stabilité dans les régions les plus vulnérables du monde. Malgré les mesures d'ordre institutionnel et légal mises en place dans les États, malgré les énormes sommes investies pour éradiquer ce mal, force est de constater que le monstre est toujours là. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Ils sont partis des conclusions des sociologues qui considèrent la corruption comme un problème moral qui révèle des problématiques et des déviations dans le comportement humain normal, inspiré des principes et valeurs de la société. Ils pensent que la spiritualité peut aider, peut avoir un impact décisif sur le comportement des membres de la société qui sont par ailleurs acteurs du phénomène de la corruption. C'est pourquoi ils se tournent vers vous, ici présents ce matin, chercheurs de tous ordres, représentants religieux et de la société civile, pour qu'ensemble nous puissions trouver, à partir du débat de Cotonou, l'antidote
sinon le vaccin qui permettra de venir à bout de la corruption. Je vous remercie. D'accord, je tiens. Merci. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Monsieur le Président de l'Association des intellectuels musulmans du Bénin, Mesdames et Messieurs, les responsables Ça marche? Mesdames et Messieurs les responsables d'organisations religieuses, de la société civile et autres corps constitués, distingués participants, Mesdames et Messieurs. La gouvernance et la corruption sont des questions à grande controverse qui revêtent cependant une grande importance pour le développement que nous voulons tous durable. Qui dit gouvernance corrompue, bien entendu, ne peut s'empêcher d'évoquer cela, ce que cela constitue comme entrave ou menace pour assurer à terme la durabilité des processus de développement, mais aussi la paix et la stabilité dans nos États. La corruption, souvent définie de façon classique comme un abus d'une charge publique à des fins d'enrichissement personnel, pendant longtemps a été considérée comme étant un phénomène qui concerne les fonctionnaires ou la fonction publique de façon générale, et donc le rapport à l'intérêt général et, bien entendu, la légalité telle qu'elle est définie. Les différentes lois à travers le monde qui parlent de corruption, qui traitent de la corruption, bien entendu, mettent toujours en avant la dimension chose publique. Mais aujourd'hui, la corruption englobe également la sphère du secteur privé et d'autres secteurs non étatiques comme les ONG, les organisations de la société civile et bien d'autres. Vous comprenez donc, Mesdames et Messieurs, qu'il est opportun que nous nous retrouvions ici pour nous interpeller afin de rechercher les solutions les plus pratiques que possible pour tenter de combattre un phénomène multimillénaire en Inde antique, dans la Grèce antique, la Rome antique. Vous verrez tous les écrits. Peut-être les plus récents de ces antiques, c'est peut-être Platon ou encore Aristote. Tous ont traité de ces questions de la corruption. C'est dire donc que ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est presque aussi vieux que le monde. Mais ce n'est pas parce que c'est vieux ou presque aussi vieux que le monde que nous devons rester inactifs. Nous devons prendre les dispositions et recourir à tout ce qui existe comme source morale pour tenter d'entretenir une société sur des bases d'équité. La corruption, donc, est un de ces grands problèmes contemporains, d'où le choix du thème qui nous réunit ici aujourd'hui.
La lutte contre la corruption est en effet devenue un enjeu global par sa dimension transnationale et par son caractère transversal. La corruption est l'une des graves menaces qui pèsent sur le développement, sur l'état de droit, mais également sur la sécurité et la stabilité des États et au-delà sur la sécurité internationale. Quand je disais que c'est un problème global, il y a une étude d'un groupe d'experts, Alex & Partners, qui a essayé de recenser sur une courte période, 1995 à 2014, les affaires de corruption transfrontalière. Nous ne parlons pas de corruption à l'intérieur des États, c'est-à-dire des formes de corruption transfrontalière. L'équipe en a détecté 1080, dont 257 concernent le continent africain. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est pour vous dire l'acuité du phénomène, sa présence quotidienne dans nos vies, dans les relations internationales, et donc la nécessité de travailler pour son éradication. Vous m'avez invité comme personne d'honneur, ou vous m'avez demandé d'être là comme invité d'honneur en tant qu'un grand sympathisant sans être membre actif de l'Association des intellectuels musulmans du Bénin. Je voudrais évoquer un certain nombre de dispositions morales par rapport à la religion que nous partageons tous ou majoritairement ici. La sourate numéro 3 du Coran, verset 104. Que soit issue de vous une communauté modèle qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront. Je répète, que soit issue de vous une communauté modèle qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable. Je vais même m'arrêter là. Et j'ajoute le hadith suivant rapporté par Muslim qui dit « J'ai entendu le messager de Dieu dire « Celui d'entre vous qui voit un acte répréhensible, qu'il fasse en sorte de changer la chose avec la main. S'il ne peut pas le faire, que ce soit avec la langue. S'il ne peut toujours rien faire, que ce soit avec le cœur. Et cela est le plus faible degré de la foi. » J'ai évoqué ces éléments pour dire une communauté musulmane dans une communauté large fondée sur des principes de relations laïques devra contribuer d'une manière ou d'une autre par ses propres valeurs morales à assurer le bien-être, le respect de la chose publique. Lorsque vous ne pouvez pas combattre de votre main, peut-être vous n'avez pas le pouvoir en main pour l'utiliser et combattre directement les auteurs de la corruption, mais vous avez au moins votre langue. Et cette langue, c'est ça qui nous est offert aujourd'hui pour dire ce que nous pouvons dire, pour blâmer ce qui est blâmable et inviter donc les cœurs à ordonner ce qui est convenable.
Mesdames et messieurs, comme moi, vous le savez, que la corruption assèche les recettes financières des États et les prive donc des ressources pour mener à bien les politiques que les peuples attendent. Il est ainsi évident que la corruption contribue à la pauvreté et constitue un facteur dominant affaiblissant davantage des États, je dirais, démunis, fragiles comme le nôtre. Les plus grands empires que le monde a connus et qui semblaient extérieurement si puissants, fondés sur des piliers que l'on croit inébranlables, en termes de stabilité, de progrès, à leur époque, ou aux différentes époques, nous avons vu que toutes ces civilisations se sont écroulées. Et lorsque vous regardez à la source, c'est la corruption, ou lorsqu'à un moment donné, les élites dirigeantes mettent en avant les intérêts individuels, réduisent le reste en paria, refusent de gérer sur des bases d'équité. L'effondrement arrive comme une finition parfois divine. On évoquera le pharaon, on évoquera les Tamides, on évoquera les peuples de Hout, on évoquera, on ne finira pas d'évoquer tout ce que nous avons connu. C'est la même chose. Notre génération, notre période contemporaine, si nous ne nous battons pas pour réduire les frontières de l'immoralité, pour tenter de faire triompher les valeurs morales et éthiques, nous aussi, nous ne sommes pas à l'abri. Et lorsque l'effondrement arrive, il entraîne dans ces décombres et les justes et les injustes. Et c'est pour cela que ceux qui savent doivent se battre par tous les moyens pour faire aboutir ne serait-ce qu'un dixième de ce qui est peut-être souhaitable. Cela peut contribuer à entretenir nos sociétés sur des bases plus ou moins équitables. Différentes conventions internationales ont été prises pour mener la lutte contre le phénomène. Sur le plan africain, des conventions et des accords ou des protocoles ont été signés, ratifiés. Différentes organisations se sont constituées à l'intérieur des États, au plan interétatique, pour tenter de lutter contre le phénomène. Au Bénin, la dernière action majeure dans ce sens, c'est le vote de la loi sur la lutte contre la corruption et, je pense, les délits connexes et consorts. Et donc, c'est un effort quotidien, inébranlable, car la nature de l'homme est ce qu'elle est. À chaque fois que de nouvelles mesures sont prises, il y a toujours des moyens de contournement et donc de travailler. L'éthique, la morale, lorsqu'elle est bien enseignée, constitue l'un des antidotes les meilleurs pour prévenir les déviances, pour prévenir les comportements délictueux. Alors, quels sentiments domineront dans la société si le contact avec la corruption engendre chez les citoyens un complexe d'impuissance et de faiblesse? Nous devons donc travailler de manière à éviter justement cette impuissance, cette faiblesse à l'égard d'un phénomène que si nous l'observons de manière indifférente, nous emportera tous. En organisant donc
ce débat de Cotonou autour de l'apport du spirituel dans la lutte contre cette hydre que constitue la corruption, c'est que l'amicale des intellectuels musulmans du Bénin et l'association qui l'accompagne ont compris et ont reconnu que la corruption est l'affaire de tous, puisqu'elle nous frappe tous d'une façon ou d'une autre. En sapant les bases de l'état de droit, elle entraîne la violation des droits humains, dégrade la qualité de vie et favorise la criminalité organisée, à la fois dans la société, mais aussi à l'échelle de l'État. Lutter contre la corruption apparaît ainsi comme un véritable défi que nous devons relever ensemble avec la mobilisation des uns et des autres. Mesdames et messieurs, je voudrais donc souhaiter à l'étape actuelle de féconds et fructueux débats, en espérant que ce que nous allons faire ensemble contribuera à apporter des réponses ou des esquisses de réponse à un phénomène qui nous tient tous et dont aucun d'entre nous n'est à l'abri. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le ministre Arifari Bako, Monsieur le Président de l'Amicale des intellectuels musulmans du Bénin, Monsieur le Président du réseau, Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, chers amis de la presse, bonjour. Je voudrais témoigner à tous ici l'honneur et le plaisir que j'éprouve à être ici dans cette salle pour ce débat de ce jour. Mais permettez-moi, avant de commencer, de souhaiter à tous bonne et heureuse année 2017 et souhaiter que chacun ici, dans vos familles, dans la communauté, dans le pays, vous viviez une année 2017 prospère. Alors, d'habitude, quand on est devant ce parterre, il y a ici des imams que je vois, il y a ici des professeurs. Dans ma position, souvent, je suis devant eux à les écouter. Comme hier, j'étais à côté de l'imam Kébir à écouter le sermon du vendredi. Aujourd'hui, je veux dire quelques mots sur ce qui est important et qui nous réunit aujourd'hui. Le ministre Bako a campé tout à l'heure le décor et donné une certaine magnitude du problème. Et il a utilisé un mot qui n'est pas très fort en parlant d'hydre, parce qu'il s'agit bien de cela. J'ai participé il y a quelques années à un travail qui nous avait été demandé à l'Union africaine d'évaluer, grosso modo, combien sort d'Afrique tous les ans de manière illégale. Et nous avons chiffré à l'époque, c'était une commission présidée par l'ancien président d'Afrique du Sud, Mbeki. Nous avions évalué que tous les ans, en moyenne, il sort d'Afrique, et c'est encore valable aujourd'hui, 50 milliards de dollars par an, de manière illégale, dont à peu près 20%, c'est-à-dire 10 milliards de dollars, qui sont rigoureusement liés à la corruption. Pour
bien comprendre ce chiffre qui peut ne rien dire à personne, ces dernières années, l'Afrique subsaharienne reçoit en moyenne par an moins de 20 milliards de dollars au titre de l'aide publique au développement. Donc vous pouvez voir la magnitude du problème auquel nous sommes confrontés. Alors, 3 raisons m'ont amené à accepter de venir témoigner ce matin. La première, c'est que cette thématique m'intéresse, bien sûr, en tant que responsable ministériel d'un département qui, de manière transversale, s'intéresse aux questions de développement. Et on ne peut pas se développer quand on est confronté aux problèmes dans cette magnitude-là, où vous avez plus de sorties que de rentrées du fait de la corruption. La deuxième raison, le ministre Bako l'a effleuré un peu, c'est que je suis aussi un musulman pratiquant. Et nous sommes tous de ce fait, et il l'a rappelé plusieurs fois, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, interpellés dans notre pratique quotidienne. Est-ce que nous respectons le bien public? Quelle est notre pratique morale? Quelle est notre pratique sociale de ce fait? Et troisièmement, c'est un sujet qui m'a personnellement toujours intéressé. Quand j'ai été au ministère des Finances en 1998 à 2002, j'avais écrit un livre en 2000 pour dire que lutter contre la corruption dans notre Bénin, dans notre pays, était une condition essentielle du développement économique et social de notre pays. Et les idées que je tire, mesdames et messieurs, de la corruption, je les tire, bien sûr, de ma formation, mais aussi et surtout de l'expérience que j'ai de l'impact négatif que cette corruption peut avoir sur les individus, sur les communautés, mais aussi sur le potentiel économique et de développement des pays. On peut la définir de plusieurs manières. Le ministre Bako en a effleuré certaines. L'abus d'une charge publique ou privée à des fins personnelles, ou encore tout comportement par lequel les agents du secteur public ou privé obtiennent un enrichissement impropre et illicite, qu'il soit personnel ou à l'avantage de relations, ou qu'ils le provoquent en profitant de leur position. C'est une pratique millénaire. Mais elle n'est pas moins contemporaine. Et c'est vrai que c'est depuis les années 80, notamment avec l'arrivée de Jim Wolfenson à la Banque mondiale, que les institutions internationales ont mis un accent plus particulier sur la lutte contre la corruption, la définition des différents modèles, les types et comment les combattre. Et les solutions jusque-là envisagées pour traiter de la corruption prennent globalement 3 formes. Dans les politiques publiques, il y a 3 éléments fondamentaux si vous voulez lutter contre la corruption. Premièrement, est-ce que vous avez l'arsenal légal pour cela? Est-ce que les lois et les règlements qui existent dans le pays permettent de lutter contre cela?
Deuxièmement, il y a une nécessité absolue de sensibiliser tous les acteurs autour de ce phénomène. Parce que c'est vrai, il y a des pratiques, notamment dans nos différentes communautés, dans les villages, qui sont anciennes. Vous allez voir un parent que vous lui avez donné, vous lui avez fait une faveur ou pas, il vous fait un cadeau. Est-ce qu'on peut assimiler cela à de la corruption? Il n'y a pas de contrepartie. Mais c'est de cela que, par extension, très rapidement, on a vu des phénomènes liés rigoureusement à la corruption se développer. Donc il y a une question, il y a une nécessité absolue de sensibiliser. Et troisièmement, bien sûr, il faut sanctionner. Et c'est pour cela que l'un des fléaux dans la lutte contre la corruption, c'est l'impunité dans laquelle naviguent tous les différents acteurs. On ne peut pas lutter contre la corruption de manière efficace s'il n'y a pas de sanction. La gouvernance et la bonne gouvernance commencent par là. Donc, bien sûr, avoir un cadre institutionnel et légal. Deuxièmement, sensibiliser et mobiliser autour. Et troisièmement, mettre fin à l'impunité. Notre pays est passé et connaît ces différentes phases. Il y a un cadre légal aujourd'hui qui a été modernisé et rafraîchi en 2011 avec la loi contre la corruption et autres infractions connexes. Et cette loi, qui comprend 156 chapitres, a aussi instauré une autorité nationale de lutte contre la corruption. Il y a aussi la sensibilisation autour du phénomène, pas seulement par le gouvernement, mais par un certain nombre d'acteurs que vous connaissez tous. J'ai vu tout à l'heure le président du FONAC. C'est leur rôle d'abord de sensibiliser autour de ce sujet. C'est à la société civile de mener ce combat. Parce que tous les autres acteurs, a priori, ont un intérêt à ce que la corruption prospère. Et dans notre pays, c'est clair, l'un des mots, l'un des fléaux, effectivement, c'est l'impunité. Donc, le troisième élément. Donc, si on doit juger, on peut très facilement conclure que la lutte contre la corruption dans notre pays n'a pas connu de succès. Et c'est à cette tâche que notre gouvernement, depuis avril 2016, est commis. C'est à cette tâche que nous sommes engagés dans les différentes actions entreprises. Mesdames et messieurs, c'est clair en ce qui concerne notre pays, mais regardons autour de nous et vous verrez que ce n'est pas fondamentalement différent dans le continent. Les solutions classiques que j'ai énoncées tout à l'heure à travers les trois principaux points n'ont pas connu de succès notable. Mais est-ce qu'on doit blâmer ceux qui ont conçu les lois? Est-ce qu'on doit blâmer les philosophes, les sociologues? Est-ce qu'on doit blâmer les philosophes ou tout simplement les gouvernants qui sont chargés notamment de sévir? Je suis tenté de dire oui et non. Et c'est là où le débat d'aujourd'hui est intéressant. Parce qu'il parle d'autres acteurs, des hommes
et des femmes dans la société qui parlent de religion, qui parlent d'islam, en particulier pour ce qui nous rassemble aujourd'hui. La corruption, la fraude, le trafic d'influence, l'abus de pouvoir, le délit d'initié et le conflit d'intérêts qui ronge notre monde aujourd'hui est bien sûr réprouvé par l'islam. Et le terme qui est utilisé, façade, évoque la condamnation rigoureuse de ces différents phénomènes par le Coran, à travers plusieurs sourates. Je veux rappeler que la révélation interdit catégoriquement le fait de dévorer. Le mot est dévorer. Dévorer les biens d'autrui. Que les uns d'entre vous ne dévorent pas les biens des autres injustement. C'est la sourate 4, verset 29. Il est donc évident que, à travers le Coran, l'islam condamne totalement la corruption et par conséquent peut nous aider à surmonter ce fléau. Et là aussi, plusieurs hadiths. Le ministre Bako en a rappelé un tout à l'heure. Je vais rappeler un seul, qui est rapporté par Amr ibn Alas, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: tout peuple qui laisse sévir l'osure parmi eux sera châtié par la famine et la sécheresse. Et tout peuple qui laisse sévir la corruption parmi eux sera châtié par l'insécurité et la frayeur. La rachouа, corruption ou pot de vin n'est pas un péché véniel en islam. C'est un péché lourd. Et le rappel de ce hadith tout à l'heure le dit bien clairement. C'est un phénomène qui est défini par les prédicateurs comme étant la gratification que donne une personne à un gouvernant ou à un autre intendant pour qu'il lui permette d'occuper un poste qu'il ne mérite pas. Et ça nous ramène à ce que nous disions tout à l'heure, que vous soyez un acteur public, un serviteur de l'État ou même un acteur privé. Aux frères et aux sœurs en islam, je veux dire effectivement clairement que le Coran et la sunna du prophète, paix et salut sur lui, réprouvent rigoureusement la corruption. Mais nous avons dans la salle, je crois qu'on a un problème. Il est donc clair que l'islam réprouve la corruption et nul musulman ne peut dire qu'il est fervent pratiquant s'il s'adonne à la corruption, qu'il soit un acteur public ou privé. Je suis un ami de plusieurs chrétiens et je peux dire aussi, mon père, vous êtes là, qu'à travers les évangiles, l'Ancien et le Nouveau Testament, la corruption est autant réprouvée par les chrétiens. Donc le combat contre la corruption est aussi un combat moral et spirituel. C'est la dimension que je trouve intéressante dans le débat d'aujourd'hui. C'est la dimension qui est singulière dans le débat d'aujourd'hui. Les économistes peuvent parler à longueur de journée
des 3 points que j'ai introduits tout à l'heure dans la lutte contre la corruption, le cadre légal et institutionnel, la sensibilisation et la sanction. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le rôle des imams, le rôle des oulémas dans leur prêche, dans leur sermon, dans la pratique quotidienne et dans les enseignements aux jeunes. C'est ce message aujourd'hui qui peut faire la différence. Et je pense que nous devons pouvoir compter sur les leaders religieux pour gagner cette bataille de la sensibilisation. Parce que les leaders religieux n'ont pas les moyens de changer la législation. Ils n'ont pas les moyens de sanctionner ou de punir. Encore que pour ce qui concerne la punition, ils ont les moyens aussi de sensibiliser sur la nécessité de punir et de sanctionner. Parce que l'impunité est encouragée par justement l'incompréhension que les leaders politiques peuvent rencontrer lorsqu'ils s'engagent dans les sanctions. Alors, mesdames et messieurs, pour conclure, je veux dire que je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous allons passer de bons moments dans les discussions. Parce que le panel de personnalités religieuses et intellectuelles ici présents peut nous rassurer que nous aurons des réponses sur comment engager cette route, ce combat, sur une route différente, par des moyens différents, par des échanges sur la spiritualité, la moralité, l'éthique, mais aussi la justice. Parce que c'est dans cette quête-là que la société que nous voulons peut être plus transparente, plus morale et plus juste. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte ce matin, samedi 14 janvier 2017, la journée de débat sur la lutte contre la corruption, conditions spirituelles pour un développement économique réussi d'une nation. Je vous remercie. Merci. Mais que j'ai tenté de structurer d'une manière ou d'une autre. D'abord, lorsque j'avais été contacté pour parler de la corruption, de la sécurité et de la viabilité de l'État africain postmoderne, j'ai tout de suite dit aux organisateurs, est-ce qu'ils savent ce qu'ils entendent par l'État africain postmoderne? Ce qu'ils m'ont dit n'avait rien à voir avec la théorie postmoderne. Sur l'État, ils voulaient simplement parler de l'État africain postcolonial. Et donc, j'essaierai de rester dans cet esprit de l'État africain postcolonial, car je ne suis pas persuadé que nous soyons déjà dans cette postmodernité telle que théorisée et conçue d'une manière ou d'une autre. Je sais qu'il y a de grands spécialistes du droit constitutionnel, de grands sociologues politistes qui sont dans cette salle et nous n'irons pas donc sur ce terrain. En parlant de la corruption, tout à l'heure, le ministre d'État a évoqué une définition qui me paraît relativement plus large et plus complète. La corruption comme étant l'abus d'une charge publique ou privée
et son utilisation à des fins d'enrichissement personnel. Peu importe le rapport direct à la chose publique, car pendant longtemps, on a perçu la chose publique comme étant la chose étatique. Il y a des publics non étatiques. Il y a des publics sectoriels sur lesquels l'État n'a pas une autorité directe. Les biens d'une ONG appartiennent à l'ONG, mais qui a défini ses règles de gestion. Il peut y avoir de la corruption aussi à ce niveau. Mais le règlement peut ne pas prendre les formes, disons les formes légales prévues dans nos dispositions législatives et réglementaires sur la lutte contre la corruption. Il n'en demeure pas moins que c'est des formes de corruption. Lorsque on parle de la corruption, aujourd'hui en Afrique, vous avez lu certainement, vous avez vu le dernier rapport sur la gouvernance en Afrique, intitulé « Mesurer la corruption en Afrique ». Pour dire que il ne peut avoir de transformation structurelle sur le continent africain, à la fois au plan économique, politique, social et culturel, que si d'une manière ou d'une autre, nous essaierons de mettre à côté des problèmes de gouvernance de façon générale la question de la lutte contre la corruption pour tenter de créer les bases d'une société africaine durable ou d'un État africain fondé sur les principes d'État de droit. Beaucoup sont allés plus loin en disant que la question de la corruption est un problème d'équité et de justice sociale. C'est-à-dire que cela pose un problème d'équité des procédures et de justice sociale en termes de répartition des ressources, puisque un certain nombre d'acteurs positionnés à des points stratégiques donnés peuvent opérer des ponctions. Et lorsqu'on parle de la corruption, bien entendu, je ne veux pas m'enfermer dans la définition légalo-juridique très restrictive. La corruption, pour nous, englobe toutes les pratiques de malversation qui tendent à subtiliser une partie des ressources, peu importe les moyens utilisés pour parvenir à cette fin. L'essentiel est que le constat de soustraction soit vérifié. Et donc, cela peut être les pots de vin, cela peut être les détournements de deniers publics, cela peut être, disons, des formes, excusez-moi l'expression, d'escroquerie administrative ayant pour finalité, bien entendu, l'encaissement de ressources illicites. Et donc, la corruption, lorsqu'on en parle dans la sociologie et les sciences politiques, il y a un certain nombre d'expressions qui reviennent souvent. La politique de vendre, pour caractériser ou caricaturer, permettez-moi, selon le point de vue, l'État en Afrique. Le phénomène mendicatoire. Dans les États africains, il a été constaté du sommet à la base une certaine tendance à profiter. Lorsqu'on a une charge publique, on se trouve comme affecté à une position de jouissance temporaire, mais que l'on doit maximiser
et donc profiter de manière intensive pour le court laps de temps que l'on a dans la position. Évidemment, il y a beaucoup de facilitateurs sociaux qui amènent les agents publics parfois à verser dans cette pratique déviante. La pression de la sollicitation dans nos sociétés, presque au quotidien, donner. Il faut me donner ceci. Donnez-moi ceci. Donnez-moi cela. C'est-à-dire, l'agent public, le fonctionnaire ou l'homme politique qui se trouve dans une position est considéré en lui-même comme une source de ressources. À partir de ce moment, il y a une sorte de pression psychologique sur les dirigeants, les gouvernants. Solliciter et ne pas pouvoir répondre, ne pas pouvoir donner, crée dans nos relations au quotidien ce que nous appelons la honte. Il m'a demandé, je n'ai pas pu lui donner. Celui qui est en position s'interroge en termes de relations sociales ordinaires. Mais lorsque vous donnez, ce n'est pas ce que notre culture dit. Le plus important, on dit, c'est le geste. En tout cas, je l'ai été. Le salaire d'un ministre, 1 400 000 francs CFA, pas plus. Je suis persuadé que des gens gagnent 4 fois, 5 fois. Les directeurs généraux des sociétés, de toute façon, gagnaient plus que nous, on le savait. Il y en a qui avaient 5 millions, 10 millions même par mois. Un ministre, c'est ce que cela représente. Excusez-moi de trahir un peu une petite confidence, mais c'est déjà presque public, on le sait. Vous venez lui demander 2 millions de francs. Les types de sollicitations que vous recevez, non, c'est parfois pas dizaines de millions de francs CFA. Ce type de comportement social fonctionne comme un facilitateur de pousse au crime. Il y en a qui peut-être moralement, éthiquement, spirituellement, n'ont pas la force de résister et pensent qu'il faut répondre à une sollicitation. De réponse en réponse, ce n'est pas une seule que vous avez à la fois. Il y en a plusieurs, et donc il y en a qui versent dedans. Et donc, il y a nécessité donc à développer l'éthique, et que dans la société également, que le langage de vérité par rapport à un certain nombre de choses se tienne. Donc, la politique du ventre, j'ai juste voulu évoquer une des manifestations ou une des contraintes sociales qui parfois conduisent à certains comportements, mais ce n'est pas pour justifier le phénomène. Loin de moi cette idée. C'est pour vous dire ce qui peut constituer parfois un facilitateur pour amener des gens à la déviance. Et qu'il faut donc qu'ensemble nous comprenions que nous ne devons pas faire. Lorsqu'on parle de l'État africain en rapport avec la corruption, on parle aussi de la privatisation de l'État. Vous savez, les politiques de privatisation des sociétés d'État et autres, à des moments donnés dans nos États, ont été menées au profit, parfois, des dirigeants eux-mêmes. Attribution d'une manière ou d'une autre. La criminalisation aussi de l'État
à des moments donnés, lorsque vous laissez les réseaux de corruption se développer dans les États, ces réseaux s'interconnectent à l'interne et parfois à l'externe. Et donc, il y a des phénomènes de mafia, de micro-mafia qui se développent et qui peuvent, je dirais, prendre l'État en otage et rendre les dirigeants impuissants parce que ou ils sont membres de ces réseaux, ou ils sont bénéficiaires de ces réseaux et sont amenés parfois à prendre des dispositions réglementaires ou même à faire voter des lois pour entériner ou permettre que certaines pratiques se déroulent d'une manière ou d'une autre, ou créer les conditions d'un contournement souverain des dispositions légales et réglementaires qui existent dans les pays. Donc, ces phénomènes sont constants et observables dans nos sociétés. Je voudrais donner quelques exemples d'États. Je ne veux pas parler d'États faillis, mais comment les phénomènes de corruption et de mauvaise gouvernance peuvent impacter la stabilité dans des États. Je prends un exemple. Je n'ai plus de lien d'obligation diplomatique, c'est ici le chercheur. Je prends notre voisin de l'Est, le Nigeria. Dans l'espace EDEAO, c'est l'armée la plus puissante. Cette armée a été incapable pendant des années de combattre une petite rébellion. Permettez-moi de l'appeler comme telle. Je veux dire le phénomène du groupe terroriste Boko Haram. Mes chers compatriotes, si vous savez comment le phénomène s'est développé, les circuits de financement et les soutiens jusqu'au sommet, c'est ahurissant. La corruption peut créer l'instabilité et l'incapacitation d'institutions républicaines fortes dans des États à faire face à leurs missions régaliennes. Lorsque ce n'est pas que les ressources n'ont pas été débloquées pour fournir armes, munitions, logistiques et autres à l'armée nigériane. Mes frères, à 80%, ces ressources ont été détournées, utilisées à d'autres fins. L'armée était laissée incapable. C'est-à-dire on a créé, du fait de la corruption, une situation d'incapacitation de l'armée à faire face à ses missions. Comment envoyer les enfants des autres au front sans l'armement nécessaire, sans la logistique qui doit suivre? Beaucoup fuyaient lorsque les rebelles étaient annoncés et laissaient les camps militaires ou négociaient même avec les groupes rebelles contre d'autres subsides ou d'autres, comment l'appelle-t-on, choses de corruption, et abandonnaient les camps militaires entiers avec armes et munitions, et les rebelles venaient tout simplement prendre et donc alimenter davantage la guerre. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas un phénomène que le Nigeria ne pouvait pas résoudre. Mais la corruption au niveau étatique, la corruption au niveau de la hiérarchie militaire a fait que Boko Haram était devenu comme un facteur d'enrichissement pour un certain nombre d'acteurs, et donc la continuation de la guerre crée une économie criminelle entretenue et qui permettait donc à des gens
d'engranger des dizaines de milliards de dollars. Ce n'est pas milliards de francs CFA par rapport à cette guerre et donc ce qui a été englouti. Pour créer des conditions aujourd'hui de fragilité de ce pays qui a perdu sa fierté nationale parce qu'il a fallu qu'un pays comme le Tchad intervienne en rapport avec le Niger, qui est une quantité négligeable par rapport à l'armée nigériane. Ce sont eux qui sont intervenus sur le territoire nigérien directement pour combattre Boko Haram jusqu'à l'avènement du président Buhari pour qu'un minimum soit fait pour combattre le phénomène. Je vous ai juste donné un exemple de comment le phénomène de la corruption peut entraîner l'incapacitation des institutions de la République à assumer leur mission régalienne. Je peux vous donner d'autres exemples du genre. Je prends le phénomène de la rébellion au Nord Mali. La combinaison de calculs politiques et la tolérance qui a conduit au développement d'une économie criminelle ont permis à des groupes mafieux de disposer de ressources financières suffisantes pour tenter d'alimenter, de réactiver des groupes irrédentistes. C'est la corruption, mais aussi l'économie criminelle transnationale. Vous avez bien entendu parler de air cocaïne. Un avion, gros porteur, qui atterrit en plein désert, sans aéroport. L'avion, à ce jour, n'a jamais été revendiqué par qui que ce soit. Les cargaisons ont été, bien entendu, déchargées. L'avion a été incendié par la suite. Qu'est-ce qu'on y a amené? Qui a amené l'avion? À ce jour, c'est resté comme une sorte d'énigme. Mais il y a des choses, ça reste énigmatique peut-être pour citoyens ordinaires. Permettez-moi de ne pas transgresser certaines obligations. Je veux vous dire que la corruption des dirigeants peut faciliter le développement de l'économie criminelle dans un État, et lorsqu'il y a crise à côté, cela peut servir d'étincelle pour allumer une instabilité à l'intérieur. Et donc, les conditions là étaient déjà réunies au Nord Mali avant l'écroulement du régime de Mohamed el-Kadhafi, et donc le trafic des armes arrivé pour alimenter davantage donc, le phénomène qui a conduit à ce que nous connaissons aujourd'hui, l'instabilité devenue structurelle malgré toutes les missions des Nations Unies et consorts dans cette zone. Je peux vous parler de la Guinée-Bissau. Je prends des exemples ouest-africains proches pour que vous compreniez. Où le trafic de drogue, l'économie criminelle, la corruption, ce cocktail a fait qu'il est quasi impossible dans cet État, depuis 2 décennies, d'avoir un régime durable. Aucun chef d'État élu n'a pu véritablement achever son mandat. Tantôt il est renversé, tantôt il est assassiné. Au point où les Américains ont dû mettre en place des dispositions pour attirer certains des grands corrompus et trafiquants de drogue, comme le chef d'état-major de la marine militaire, attrapé en pleine mer par les Américains et transporté aux États-Unis pour être jugé. Pour vous dire donc que oui, la corruption, lorsque cela dégénère en criminalité transfrontalière, peut menacer la stabilité des États et donc provoquer des situations qui rendent incapables les institutions à fonctionner. Je peux citer d'autres exemples.
Mais maintenant, parlons de la petite corruption. Celle que vous et moi, nous vivons au quotidien. La corruption de ce qu'un auteur appelle strict level bureaucrates, c'est-à-dire les bureaucrates de la rue, le policier, le gendarme, le douanier, l'agent des eaux et forêts, etc., etc., qui relève de la petite corruption. Mais c'est une petite corruption envahissante. Cette corruption est devenue si structurelle qu'elle est tarifée. C'est-à-dire, quand on vient à tel endroit, on sait combien on doit donner pour passer. C'est des tarifs connus. Quand vous venez à la frontière, vous savez, si vous n'avez pas de carte d'identité, vous savez combien vous devez donner pour pouvoir passer. Quelqu'un me souffle 500 ou 1000 francs. Ah bon, voilà. Vous comprenez? C'est-à-dire, le phénomène est si structurel qu'il est tarifé et les acteurs connaissent les tarifs et dans les transactions, c'est devenu comme une sorte d'économie souterraine, mais une économie normalisée en termes d'échanges, mais c'est des échanges où vous payez pour amener un agent à ne pas faire ce qu'il doit faire, ou que l'agent vous sollicite pour ne pas faire ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, l'agent n'agit conformément à sa mission que lorsque vous ne donnez rien. Donc si quelqu'un est arrêté parce qu'il n'a pas de carte d'identité à la frontière ou bien est refoulé, ce n'est pas parce que la personne a tort. C'est certainement parce que la personne n'a pas eu les moyens d'acheter le silence pour pouvoir passer. Dans ces conditions, vous comprenez ce que cela peut représenter en termes d'atteinte à la sécurité intérieure d'un État. Si pour si peu on peut passer, cela veut dire qu'il peut avoir des infiltrations de groupes criminels par différents canaux. Parce qu'il peut passer sans pièce d'identité. Et beaucoup le font à nos frontières, contre quelques petites rémunérations. Lorsqu'ils font comme ça et qu'ils passent, qui contrôle qui en ce moment à l'intérieur? Il y a donc un véritable problème de sécurité intérieure que pose cette petite corruption aux frontières et qui, malheureusement, vous pouvez transporter également des choses dans des véhicules aujourd'hui. Le mode opératoire, lorsque vous savez et que vous connaissez les réseaux indiqués, c'est libre cours pour vous. Et donc, ces différentes pratiques, lorsqu'elles ont cours dans un pays, elles peuvent menacer la sécurité intérieure. Il est de notre devoir de travailler à les connaître, à les faire connaître et à parler aussi à ceux qui peuvent faire usage de leur autorité morale et spirituelle pour amener les citoyens, en fonction de leur obédience religieuse, à intégrer un certain nombre de valeurs et de bases éthiques dans leur comportement au quotidien. Et peut-être aussi éviter de demander plus que les dirigeants ne peuvent donner, même si vous les avez élus. Exiger des infrastructures, exiger des biens publics communs. Mais malheureusement, c'est comme on le dit de manière ordinaire, hein, à Bomé on dit « bigloucheme ». C'est ça, non? Hein, quand vous prenez tout, c'est dans votre besace à vous tous. Et donc, il faut partager, et puis ça se partage en sous-main et en sous-table, et sous les tables, etc. Donc, ces phénomènes... Donc, ces phénomènes sont quotidiens dans nos sociétés
la petite corruption, elle est envahissante, comme je l'ai dit. Elle est également connue de tous. Elle est tarifée. Les acteurs connaissent le mode opératoire. C'est donc un phénomène systémique dans nos sociétés aujourd'hui. Lutter contre ce phénomène n'est pas seulement l'affaire des pouvoirs publics. Lorsque vous attendez que le gouvernement seul mène le combat, il faillira. Le gouvernement seul ne peut pas battre ou combattre, j'allais dire, le phénomène de la corruption. Ce n'est donc pas pour rien que des organisations de la société civile se sont nationales. Nous devons faire en sorte que la lutte contre la corruption devienne comme un des devoirs des citoyens, pas plus. Un des devoirs du citoyen. Malheureusement, dans nos sociétés, la citoyenneté est vécue comme une citoyenneté de droit et non pas une citoyenneté d'obligation. Et ça, tant qu'on n'aura pas fait le shift, c'est-à-dire le changement en termes, comment l'appelle-t-on, d'approche de notre propre citoyenneté, nous ne pourrons pas véritablement combattre le phénomène jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais conclure en disant ceci et en faisant appel à la morale musulmane, à l'éthique du musulman et en partant juste de quelque chose que tout le monde connaît, tout simplement. Lorsque quelqu'un meurt, un musulman meurt, avant de l'enterrer, les alphas, les imams sont là, il y a un certain nombre de questions qu'on pose. Est-ce qu'il doit à quelqu'un? Est-ce qu'il doit à quelqu'un? Pourquoi le demande-t-on? Il est convenu dans la morale et la spiritualité musulmane que quiconque meurt avec un copec de dette ou de choses indues, non réglées, tant que ce n'est pas réglé, le défunt subira des tourments dans sa tombe. Tout le monde le connaît et c'est pour cela la première des questions qu'on pose. Pour ceux qui connaissent le défunt, est-ce qu'il doit à quelqu'un? S'il doit, on demande de rembourser d'abord. Si on ne peut pas rembourser immédiatement, on prend note. Il n'y a pas d'héritage lorsque le défunt doit à de tierces personnes. Vous remboursez d'abord jusqu'à épuisement si possible. Si cela finit, les héritiers doivent se débrouiller pour rembourser ce que le défunt a laissé. Parce que l'héritage, c'est en actif et en passif. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Alors, je voudrais vous poser la question. Ça, il s'agit de rapport d'individu à individu. À qui il doit? Des individus. Lorsque vous devez à une communauté, à un État, lorsque vous avez volé, excusez-moi l'expression, lorsque vous avez subtilisé des ressources de manière indue appartenant à un État, un collectif, chers confrères, auprès de qui allons-nous demander le pardon?
sachant que vous avez l'obligation de rembourser ce que vous avez subtilisé. Si vous le faites en cachette, rien n'est caché pour Dieu. Vous croyez caché aux autres êtres humains, mais vous rembourserez. Il s'agit là du défunt. Il est parti. Mais s'il s'est enrichi par la corruption, ce qu'il vous laisse, peut-être les héritiers, c'est licite pour les héritiers. Mais cela a été illicite pour lui durant toute sa vie. Vous pouvez faire toutes les prières du monde. Vous pouvez faire toutes les prières du monde. Vous ne pouvez pas obtenir l'absolution de ces péchés-là auprès de Dieu. Vous le savez bien. Vous le savez bien. Vous musulmans. Alors, le rapport au bien public est sacré dans l'islam. Vous n'avez pas le droit de profiter à vous tout seul de ce qui appartient au collectif sans l'autorisation de ce collectif. Or, si quelqu'un peut vous pardonner, un autre dira, il n'est pas question, il doit me rembourser. Si une seule personne s'oppose, la transaction est annulée. Le pardon ne peut pas être complet. Il faut rembourser. Mais quand vous avez vécu avec la corruption tout le temps, quand vous avez bâti votre empire financier sur la corruption, sur l'illicite, vous voulez vous présenter à qui demain? Et je veux ajouter ceci. Tous les musulmans savent qu'au jour du jugement dernier, inévitable, que chacun doit justifier l'utilisation du copec que Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, vous a permis d'avoir. Vous devez justifier jusqu'au dernier franc. Qu'est-ce que vous en avez fait? Où est-ce que vous l'avez eu? Et par quel canal? Tout ce qui est illicite est remboursé à ceux à qui vous les avez utilisés. Alors, si être musulman, c'est chercher le salut ici-bas et le salut à l'au-delà, la morale et l'éthique du bien public font partie du comportement quotidien et normal du musulman, et donc la corruption est condamnée, bannie, spirituellement condamnée, interdite. Alors, chers amis, je pense que le bon administrateur est un musulman. Je vous remercie.